Et maintenant, je vais vous raconter l'évolution des réseaux de neurones dans le temps pour en arriver à la technologie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est en 1957, il y a eu un progrès significatif dans les recherches du réseau neuronal. Il y a eu l'invention de ce qu'on appelle le perceptron, un neurone artificiel ou une unité de réseau de neurones. Et donc, ce perceptron ou ce neurone artificiel, elle a été considérée, et même de nos jours, elle est considérée comme le premier réseau de neurones artificiels. Ensuite, il y a eu le test de Turing. Ce test de Turing qui a vu le jour en 1950, il s'agit d'un simple test qui a pour but mesurer ou déterminer l'intelligence d'une machine. Le principe de ce test était d'effectuer une conversation entre un humain et une machine, et cette conversation sera jugée par un évaluateur humain. Mais ce qui est intéressant dans ce test de Turing, c'est que cet évaluateur qu'on a mis en place pour juger cette conversation, il ne sait pas que l'un des deux participants à la conversation était une machine. Et donc, après 5 minutes, la machine avait passé le test et il avait réussi. Le but de ce test de Turing n'était absolument pas mesurer la capacité de la machine à répondre correctement, mais plutôt mesurer à quel point ces réponses y ressemblent à celles que fournirait un humain. Autrement dit, le but était de tester la capacité d'une machine à reproduire le comportement humain. Et donc, cet événement, il avait marqué un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais cette évolution va connaître par la suite un sérieux ralentissement, un frein dû aux limites technologiques. Et puis, dans les années qui suivent, une nouvelle génération de réseaux apparaît, les réseaux de neurones convolutifs. Ces réseaux de neurones convolutifs, ils étaient inspirés du système de vision des animaux. L'histoire dit que pour comprendre le processus de la vision, des biologistes ont mis, euh, en place ou ils ont commencé l'étude du cerveau des chats, qui sont similaires au cerveau des humains du côté de la vision. Ils ont collé des électrodes derrière la tête des chats, là où il y a la partie du cerveau liée à la vision, dans le but d'analyser laquelle des parties qui s'activent et qui a un rapport avec la vision. Et donc, ces réseaux de neurones ont vu le jour par la suite. Ils ont été inventés par Yann LeCun en 1998. Yann LeCun qui a été accompagné par ses collaborateurs et ils ont créé ces réseaux de neurones convolutifs pour reconnaître ou plutôt classifier des chiffres et des lettres qui étaient écrits à la main. Et maintenant, une date importante dont je vous avais demandé de vous rappeler, 2012. Et donc, il y a 2012 qui revient et c'est l'année où les réseaux de neurones convolutifs ont eu une grande réussite. Et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont eu une réussite en 2012 alors qu'ils étaient inventés bien avant, en 1998.
Et donc, le problème qui a fait que la réussite des réseaux de neurones convolutifs n'a pas eu lieu que tardivement, même s'ils étaient apparus, même s'ils ils avaient apparu bien avant, et le fait que ces nouveaux réseaux de neurones à plusieurs couches nécessitent une grande puissance de calcul pour être efficaces, ainsi qu'une grande quantité de données pour entraîner ces algorithmes. Et donc, cette technologie a été mise de côté. Mais il y a eu quelques chercheurs qui ont réussi à mettre ces technologies sous la lumière en 2012 pendant le concours d'Imaginette. Et donc, le concours d'Imaginette, il a commencé à être organisé depuis 2010 par l'Université de Stanford, où il participe de différentes équipes de recherche en informatique du monde entier sur un défi de reconnaissance d'images. ImageNet, qui était une base de données d'images, a noté produit par l'organisation du même nom à destination des travaux de recherche en vision par ordinateur. ImageNet était parti de l'idée de si on souhaite créer un modèle, il y a bien un besoin à avoir en disposition une grande quantité de données parce que dans le cas contraire où on a un manque ou une insuffisance de données, l'overfitting ou ce qu'on appelle le surapprentissage en français peut avoir lieu facilement. Ce que signifie le surapprentissage est simplement que notre modèle, il n'apprendra pas correctement. Je vais vous donner l'exemple pour simplifier. Et donc, le surapprentissage est similaire à un élève qui apprend des leçons par cœur. Et donc, si on lui change les concepts importants, ou par exemple on change l'énoncé, l'élève qui a surappris, il ne comprendra plus rien, il ne pourra plus répondre correctement. Et c'est exactement la même chose en deep learning quand on parle de l'overfitting ou le surapprentissage. Et donc, lorsque l'algorithme d'apprentissage ne retient que les détails, le bruit statique des données, le résultat serait que notre modèle ne parviendra pas à extraire le concept général. Il s'agirait tout simplement dans ce cas d'une mémorisation.